Est-ce que tu es conscient de cette image que tu as là? Quelle est ton année de naissance? Karim Benzema est plus discret. T'as regretté de ne pas y être allé? Où est-ce que tu t'es le plus éclaté? Quand vous étiez au resto, vous coupez l'addition avec le nombre de personnes ou il y a quelqu'un qui la prend? Des soirées poker avec Francesco Totti, ça ressemble à quoi? Bon, des fois je dormais bien, des fois je dormais un peu moins bien, mais c'est comme ça, c'est la vie. Bonjour, c'est Smaïl, bienvenue dans Campo, mon nouveau terrain de jeu, votre nouveau terrain de jeu. Ici on parle de football et on parle des hommes et des femmes qui font le football. Très heureux de partager ce moment avec vous, comme aujourd'hui, et je suis en compagnie de... Jérémy Ménez, ancien footballeur, né dans la région parisienne, 3 beaux enfants. Et en même temps, parallèlement à tout ça, j'ai commencé une nouvelle carrière de joueur professionnel de paddle, donc on est là. Non, je rigole. J'allais dire, toi aussi. Non, c'est pas vrai. Tu t'y es mis ou pas? Ouais, je me suis mis, ouais. Tu joues encore un peu au foot? Non, franchement, non. T'as plus envie ou parce que t'as pas l'occasion? Non, l'occasion, on peut se la trouver, mais faire des fives comme ça, non, j'ai plus envie. Et quand t'étais joueur, tu jouais aussi à côté, ça te plaisait, t'étais mordu de foot ou t'étais vraiment dans la pro, je reste, c'est mon métier, je mets de côté la passion de jouer avec les copains, avec les amis? Franchement, au début quand j'étais jeune, je jouais beaucoup en dehors du club et tout, mais à partir de 20, 21, 22, non, je jouais plus trop après. Bizarrement, mais j'avais pas envie de jouer. Tu vois, j'avais pas envie de jouer. On jouait tellement au foot toute la semaine et tout, que quand on avait un petit temps libre, on préférait faire autre chose, tu vois. On regarde la carrière, on regarde le parcours, on regarde les stats, on regarde les palmarès, on regarde... Et moi, quand j'ai regardé, je me suis dit, mais c'est vrai que ça fait longtemps qu'il est là. Et puis le CV, les clubs... Ouais, non, pas mal. Quand je regarde aujourd'hui, je me dis quand même beaucoup de fierté. Parce qu'on vient d'une petite banlieue parisienne, tu vois, pas facile, mais jamais dans ma tête, je me disais quand j'étais jeune, j'étais petit, que je pouvais être footballeur professionnel un jour, tu vois, ça restait un rêve, je voyais ces joueurs-là à la télé, je me disais, c'était waouh, c'était un rêve, pour moi c'était impossible, tu vois, c'était impossible. Donc aujourd'hui, quand je regarde tout ça, je me dis quand même beaucoup de fierté, beaucoup de travail, des moments durs, des moments de joie aussi, mais beaucoup de fierté. J'ai un long chemin à parcourir. Tu sais, dans l'équipe, tu as souvent parole d'ex, les week-ends, quel est le joueur le plus fort avec qui tu as joué, quel est le joueur le plus fort contre qui tu as joué. Souvent, Ben Arfa ressort, peut-être celui qui sort le plus souvent, Neymar, Messi pour les derniers, et le tien revient très souvent. Tu as laissé l'image, en tout cas, d'un joueur talentueux. Et moi, j'ai l'impression que tu es celui qui a jusqu'au bout joué chez les grands, en senior, comme il avait joué en formation chez les petits. C'est le rêve de tout le monde. Moi, j'aurais adoré pouvoir jouer de la même manière. Est-ce que tu es conscient de cette image que tu as là? Ouais, quand même, et ça fait plaisir, parce qu'on se dit quand même qu'on a laissé une belle trace. Et quand tu fais une carrière comme ça, le plus important, je pense, c'est de laisser quand même une belle trace. Nous, notre génération, je pense, c'est ce qui a fait notre force aussi, c'est que quand on rentrait sur un terrain, on voulait s'amuser. Donc on ne se posait pas trop de questions et par rapport à la pression aux supporters, aux médias, etc. On voulait juste jouer au foot, s'amuser. Et c'est ce qui a fait notre force, je pense. Quelle est ton année de naissance? 87. Tu le dis avec le sourire. La fameuse. C'est la fameuse. Moi, je l'appelle la fameuse parce que depuis qu'on a 16-17 ans, on parle de la génération 87, on parle de nous. Et puis honnêtement, pour tout ce qui s'est passé, tout ce qu'elle a représenté, c'est la fameuse génération 87, pour moi la plus talentueuse. Et puis voilà, et aujourd'hui, je pense qu'on aura laissé une belle trace au football. On répète, la génération 87, vous gagnez le titre de champion d'Europe Moins de 17, U17. Dans cette génération, Karim Benzema, Samir Nasri, il y a Thomas Mangani dans cette génération. Il y en a plein, il y a Maxime Josse, il y a Steven Chico, il y a Thomas Mangani, il y avait Franck Zongo, il y il y avait Benoît Costil, il y avait Kevin Constant. Il y a des joueurs qu'on retient plus que d'autres. Est-ce que toi, tu étais sûr que c'était ces joueurs-là qu'on allait retenir ? Il y a pas mal de joueurs qui ont réussi à faire, une carrière de football. Après, nous, nos noms étaient plus retenus. Pourquoi ? Parce que je pense qu'on avait peut-être plus de talent que les autres, je sais pas. Et puis quand tu es joueur offensif, tu es le joueur qui doit marquer des buts, tu es un joueur créatif, tu es un joueur qui doit faire des passes décisives aussi. Donc forcément,
On parle plus de toi, c'est comme ça. Dans le football, on parle plus des joueurs offensifs. Et puis voilà, donc c'est comme ça. En U17, quand vous gagnez ce championnat d'Europe, qui est le plus fort dans l'équipe? Je dis pas celui qui va faire la meilleure carrière. Qui est le plus fort dans l'équipe au moment où vous gagnez le championnat d'Europe? Non, pour moi, celui qui avait le plus de talent, c'était Hatem. Non, c'était Hatem, mais c'est indéniable. Et c'était ce qu'il faisait à l'entraînement, même en match. C'était incroyable. Il fallait, de toute façon, Hatem, il fallait, même si on pouvait le regarder à la télé et tout, mais le voir à l'entraînement quotidiennement, c'était un plaisir. Il faisait quoi de si spécial? Mais même lui, je sais même pas s'il sait ce qu'il savait, tu vois, tellement. Mais un peu, c'est ce qui nous caractérisait aussi un peu, c'est un peu l'insouciance. Tu vois, on avait beaucoup d'insouciance. Et ça aussi, ça a fait notre force, tu vois. Et quand on parle d'Hatem, c'est aussi beaucoup d'insouciance. Parce que même lui, quand je te dis, on rigole, mais c'est vrai. Parce que moi aussi, des fois, quand je partais en conduite de balle avec le ballon, je ne savais pas forcément ce que j'allais faire, tu vois ce que je veux dire. Et puis, en une fraction de seconde, tout se passe, tu vois. Mais c'est des choses que tu ne calcules pas forcément. Et c'est à l'instinct. Et on est des joueurs un peu comme ça, tu vois. Karim Benzema est plus discret. Karim, Karim, ça a toujours été quelqu'un de... Tu le connaissais avant qu'il arrive? Non, je le connaissais pas du tout. Et il te fait quelle impression quand il arrive? Ah non, direct, waouh. Non, direct, waouh, quel joueur. Parce que devant le but, je me rappelle, devant le but, l'exercice devant le but, franchement, c'était incroyable. Il était super, super fort devant le but. Très, très adroit, et ça m'avait impressionné, ouais. Des joueurs avec un instinct si spécial, avec des qualités techniques, des qualités de jeu, des qualités de dribble, des qualités de créativité... aussi grande existe, tous ne l'utilisent pas jusqu'à arriver au plus haut niveau du football mondial. Comment on optimise au maximum ce talent-là? Tu nais avec, et puis nous, je pense qu'on perfectionne dans la rue avec les copains à partir de 6-8 ans, tu vois, en jouant tous les jours. Tu finis l'école à 4h30, à 4h45, on était déjà dehors avec un ballon, on déposait notre cartable et on jouait au foot jusqu'à 19h, 19h30. Et c'était ça tous les jours. Et pendant 10, 15, 20 ans, le temps de toute ta jeunesse. Donc forcément, en faisant ça tous les jours, et en ayant aussi un talent sûrement supérieur aux autres, tu développes ça, et puis tu prends goût petit à petit, tu prends de l'âge. Les grands de chez moi me disaient que j'étais fort, que j'avais un talent, donc ils m'ont poussé à faire des détections aussi au centre de formation. C'est eux qui m'ont amené. Donc l'aide aussi des grands de chez moi, parce qu'ils voyaient que j'avais un talent et que j'étais plus fort que les autres, tu vois. Donc eux aussi m'ont poussé. Et puis à chaque fois, tu joues, à chaque catégorie, on te répète, on dit que tu es le plus fort, que tu as le plus de talent, etc. Donc toi, forcément, tu y crois, tu y prends goût. Et puis voilà, et puis ça s'enchaîne comme ça, petit à petit. Est-ce que c'est dur à supporter sur la durée? Parce que tu as une responsabilité à un moment. Ouais. Et tout le monde te regarde différemment. C'est dur à gérer? C'est dur à gérer. Je pense qu'au début, pour nous, ça a été plus dur à gérer pour les parents, la famille, etc. Parce que nous, quand tu as la tête dans le truc, si tu veux, tu profites de l'instant présent, tu profites du moment présent, donc tu fais pas trop attention à tout ça. C'est plus pour la famille, parce que c'est touchant quand on parle de ton enfant. Aujourd'hui, j'ai des enfants, et je me rends compte à quel point ça pouvait être dur pour nos parents, tu vois, quand on parle de leurs enfants dans les journaux ou à la télé, ou tu vois. Et donc je me dis que c'était pas facile pour eux, mais nous, moi, je l'ai pas trop ressenti, ça, vraiment. Je l'ai plus ressenti quand j'ai commencé à avoir des enfants, tu vois, où tu commences déjà à te poser plus de questions, à te dire si je fais ça, c'est bien, si je fais ça, c'est pas bien. Tu vois, plein de choses comme ça. Et après, c'est la vie qui te fait apprendre plein de choses, quoi. Comment t'es avec tes enfants? Il y en a qui jouent au foot. J'ai mon petit de 10 ans là qui joue à Courbevoie, qui se débrouille pas mal. Je veux qu'il kiffe, qu'il apprenne tout seul. Et puis si un jour, pourquoi pas, il a envie, je serai derrière lui. Et le regard des autres? Pour l'instant, ça se passe plutôt bien. En plus, ça va, mon fils a un caractère assez cool, tranquille, il s'entend bien avec tout le monde. Donc ça, c'est bien, c'est important. Pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Et lui, il joue dans la rue comme ça après l'école, ou ça n'existe plus? Il joue, mais c'est pas comme moi. C'est pas comme moi, ils ont pas grandi comme nous. Mais il joue, il rentre de l'école, et il adore ça, mais c'est pas comme nous, c'est pas pareil, c'est pas les mêmes ambiances.
Nous, on était beaucoup, tu vois. C'est vrai. Ils sont un peu moins. Donc, nous, on pouvait faire des grands matchs. Tu Des vois. 15 contre 15. Des 15 contre 15, des qualifs. Enfin, il y avait plein de choses. Donc, c'est pas le même rapport du football que nous avant, tu vois. Quand vous gagnez ce championnat d'Europe et qu'on commence tous à parler de la génération 87, toi, tu vas arriver vite au plus haut niveau, Ouais. chez les pros. Bah, tous, hein. Tous, Ouais, tous, hein. vous arrivez tous en même temps. Bah, tous, parce qu'après le championnat d'Europe. Tu commences à jouer tout de suite. En fait, si tu veux, le championnat d'Europe, ça a été un peu l'élément déclencheur dans le sens où, enfin, pas déclencheur parce qu'on savait plus ou moins qu'on allait signer pro, etc. Mais après le championnat d'Europe, on reprend tous avec le groupe professionnel. Et donc, à partir de là, tout commence, tu vois. La première préparation professionnelle. Donc, du coup, avec les joueurs pros, moi, je me rappelle, la première fois où j'allais avec les joueurs pros, je les vous voyais, moi. Il y avait Je qui les dans voyais. l'équipe? Il y avait Mika Isabet, il y avait Santos, il y Sochaux. avait Mathieu, il y avait Pierre-Alain Fro, il y avait Benoît Pedretti, Teddy Richert, Soulé Diawara. Tu vois, tous ces joueurs. Mais moi, quand j'ai 16, 17 ans, 15 ans, pour moi, je les regarde comme ça, tu vois ce que je veux dire. Quand je te dis, quand moi je regardais, pour moi le foot c'était un rêve, je l'ai regardé à la télé à partir de 8 ans, mais quand j'avais 14, 15 ans, pour moi c'était encore un rêve. C'était encore presque inaccessible, même si j'étais au centre de formation de Sochaux, tu vois. Pour moi c'était encore presque inaccessible, c'était tellement trop fort, tu vois ce que je veux dire. Donc quand j'arrive, je suis impressionné. Et après, on a été éduqués comme ça, quand on ne connaît pas une personne, on la vous voit, tu vois. Donc même si c'est un vestiaire, même si c'est du foot, même si... Je suis arrivé, je vous voyais tout le monde au départ, tu vois, et puis après on se met dans le mood et voilà, on s'acclimate avec tout le monde. Même Soulé, tu le vous voyais? Même Soulé, je le voyais, mais ça n'a pas duré très longtemps avec Soulé. Je savais que t'allais dire ça. Au bout de 2 jours, ça y est. Mais non, mais je te dis ça, mais c'est réel, tu vois, c'est réel. Comment il t'accueille? Est-ce que tu te souviens d'un joueur qui vient un peu plus te parler ou te dit des choses Bah Qui t'ont moi marqué? c'était particulier parce que quand moi j'intègre le groupe pro à l'époque, je suis un peu la mascotte du centre de formation de Sochaux parce que je suis entre guillemets le plus fort, quoi, on va dire. Et il y a cette histoire avec Manchester où Ferguson vient à Paris pour rencontrer mes parents et moi je vais aussi à Manchester avec mon frère pour visiter le club, etc. Tu dis, il vient à Paris, Sir Alex Ferguson, il vient chez tes parents? Ouais, bien chez mes parents, enfin chez mon père à Longjumeau dans le 91, ouais. T'imagines? La scène. Incroyable, hein. Ouais, incroyable. Sir Alex Ferguson. Ouais, Sir Alex Ferguson. On est à la fin des années 90, au début des années 2000. Il est Ouais, le c'est Sir ça, Alex 2001, 2002. Donc il est le Sir Alex Ferguson. C'est ça. Il vient chez toi. Ouais, il vient chez moi à Longjumeau dans le 91, chez mon père, du coup. Et il rencontre mon père. Même mon père, je t'imagine bien mon père. Il aime le foot? Ouais, il adore le foot. Mais né en Bretagne, arrivé à Paris, tu vois, en étant jeune. Et donc ça fait après 30 ans qu'il est à Paris. Mais Sir Alex Ferguson, il le voyait qu'à la télé, tu vois. Donc mon père, voir Sir Alex Ferguson dans son quartier à Longjumeau, à Toit-et-Joie, c'est waouh, c'est surprenant, tu vois. Non mais attends, vous sortez à boire, vous sortez... J'étais pas là. T'étais pas là? Non, j'étais pas là, j'étais à Sochaux. Ça s'est passé, c'était en privé, moi j'étais pas là. Donc, Mais à ton avis, ils sont mis à table du salon, sur le canapé? Du salon, petit café, tranquille, et puis ça a discuté. En plus, l'anglais de mon père, il est pas terrible, tu vois. Ouais, Donc, son anglais à lui, il est incompréhensible avec son Ouais. accent écossais. C'est foutu de chez foutu. Donc non, rendez-vous qui se passe super bien et mon père enchanté et presque choqué parce que à côté de toi il y a Ferguson qui est assis et qui vient pour te dire j'aimerais bien que ton fils rejoigne notre club, tu vois, qui était Manchester United, le club on connaît, phare. Et donc voilà, donc c'est plein d'expériences que j'ai fait vivre à mes parents quand même, mine de rien. Vous en reparlez? Non, pas spécialement, franchement pas spécialement, mais ça nous est arrivé, mais c'est marrant et c'est des souvenirs gravés. Hein. Et quand tu vas à Manchester, là en revanche c'est pour visiter les installations, ce qui se fait très fréquemment, surtout avec un jeune joueur. Qu'est-ce qui fait la différence? Sur quoi ils insistent? Ils n'ont pas besoin de te présenter et dire on a déjà gagné la Champions, on a fait ci. Quel est dans le discours les leviers que eux utilisent? C'est Ferguson qui te fait la visite, qui t'accueille en personne, là encore. Et qu'est-ce qui te dit de marquant? En fait, tu sais, moi je suis allé là-bas, c'était à l'époque où il y avait quelques jeunes déjà qui étaient partis à l'étranger, où ça s'était pas trop bien passé, tu te rappelles? Ali Adira, Arsenal. Voilà, il y avait celui à la Juve aussi, l'attaquant là, tu te rappelles? Péricard. Péricard. Il y avait aussi Toons,
et Flo qui était parti à Liverpool. C'était un peu à cette période-là, si tu te rappelles. Et donc, c'était pas toujours conseillé d'aller à l'étranger. Donc moi, je vais à Manchester, on arrive, Ferguson nous reçoit, ça se passe super bien, on va à l'hôtel, je reste 3 jours. Donc il nous fait visiter un peu de la ville. Le lendemain, on va au centre d'entraînement, donc on visite tout le centre d'entraînement, je vais dans son bureau, on discute. Donc lui, dans sa discussion, mais c'est vraiment une discussion de papa, si tu veux. Tu vois, c'est pas l'entraîneur qui veut te convaincre à tout prix de... Bon, forcément, il essaie de te convaincre parce qu'il a envie de t'avoir, tu vois. Mais c'était un bon discours dans le sens où c'était... tu vas être bien ici. Tu vas être bien ici, c'était rassurant, tu vois. C'était un discours rassurant et ne t'inquiète pas, tout va bien se passer, etc. Donc, et le troisième jour, on est parti à Old Trafford, du coup, regarder le match. En plus, c'était à l'époque de Cristiano Ronaldo et tout, donc sacrée période. Et après le match, j'étais parti dans le vestiaire, j'avais rencontré tous ces joueurs-là. Il y avait Demba, tu te rappelles, qui jouait à Nantes, il y avait Michael Sylvestre. Et donc pour moi, c'était la folie. Et donc je sors de ces 3 jours vraiment en me posant beaucoup de questions. Beaucoup de questions parce que j'avais adoré le discours de Sir Alex Ferguson. Et j'avais adoré aussi voilà, le club, comment c'était passé. Et j'étais parti avec mon frère aussi. Tu vois, Et lui nous proposait à ce que je vienne habiter carrément avec mon frère, qu'ils allaient trouver un travail pour mon frère, etc. Tu vois, vraiment pour qu'on soit le plus à l'aise possible. Dans les meilleures conditions pour que tu puisses t'épanouir au foot. Exactement. Et donc vraiment dans les meilleures conditions. Donc moi j'ai 16 ans, après ces 3 jours je rentre à Sochaux. Je reprends mon quotidien habituel, donc j'étais encore à l'école et je m'entraînais aussi avec les pros de temps en temps. Et donc quand je suis parti à Manchester après ces 3 jours, et donc du coup les pros savent que j'ai Manchester, qu'il y a tout ça qui tourne autour de moi. Et donc Benoît Pedretti, je pense envoyé par le président ou par l'entraîneur, qui me dit de bien réfléchir, de se poser les bonnes questions, qu'à Sochaux j'étais chez moi, que c'était ma maison. Et voilà, donc j'avais un peu tout ça dans les mains pour pouvoir prendre ma décision à moi, si tu veux. Et donc du coup à la fin de la saison, avec mon frère, ma famille et surtout moi, parce que c'est moi qui ai pris la décision, j'ai décidé de rester à Sochaux parce que je me sentais encore trop jeune et j'avais envie aussi de rendre à Sochaux, de rendre ce qui m'avait donné, c'est-à-dire l'opportunité de passer ma formation chez eux, de progresser aussi chez eux. Et donc je voulais leur rendre ça en signant professionnel. Et je me disais que de toute façon, si j'étais bon, un jour ou l'autre, Manchester allait revenir. Tu vois, si tu étais bon sur le terrain, ils allaient revenir. Donc j'avais décidé de prendre cette décision à cette époque-là, quoi. Et est-ce qu'ils sont revenus à un moment ? Est-ce que tu as eu à nouveau l'occasion ? Ils sont plus jamais revenus, malheureusement, mais bon, après il y a eu d'autres clubs, mais t'as regretté de pas y être allé, franchement ? Franchement, regret, c'est un grand mot. C'est un grand mot, mais souvent je me pose la question, si j'avais été à cet âge-là, ce que ça aurait donné, quoi. En voyant ta carrière aujourd'hui, est-ce que tu te dis j'aurais dû y aller ? Non, parce que je suis fier déjà de ma carrière. Mais non, j'ai pas de regret parce que je pense que j'étais trop jeune. Et comme je te l'ai dit, je voulais vraiment rendre l'appareil à Sochaux, tu vois. Et c'était ça pour moi le plus important. Quand on regarde ta carrière, parce que bon, t'es pas à la Manchester, mais à la Roma, le PSG, le Milan, où est-ce que tu t'es le plus éclaté, où tu t'es senti le plus fort, peut-être le plus important, où vraiment tu t'es dit, là je suis suis complètement PSG, épanoui. Au PSG, au Milan. Au PSG, au Milan, parce que déjà, j'arrive au PSG, je crois que j'ai 24 ans. Et en plus, à cette époque, je devais signer à la Juve. Je me rappelle, Antonio Conte m'appelait pour que je signe à la Juve. J'étais à l'île Maurice en vacances. Et je reçois un appel de Leonardo qui m'appelle et qui me dit
qui me parle du projet QSI, qu'on va prendre tel. Puis moi, tu te doutes bien que moi, bon, j'avais la Juve et tout, mais tu te doutes bien que Allo, c'est Leonardo, PSG, club de cœur. J'habitais à 15 minutes du Parc des Princes. J'ai dit ok, bah, je vais réfléchir et je vous rappelle. Mais j'avais même pas besoin de réfléchir. T'es obligé dans la négociation, t'es obligé de faire ce genre. Mais c'était déjà ma décision, elle était déjà prise. Et du coup, pour moi, bah waouh. Je te dis la vérité, pour moi, c'était... Parce que tu imagines bien qu'à l'époque, quand même, je pouvais signer à la Juve. D'Antonio Conte, c'était quand même... Il y a des incertitudes sur le projet QSI. Tout le monde se dit il va y avoir de l'argent, mais on ne sait pas. Personne ne sait vraiment comment ça va se passer et la dimension que ça va prendre quelques mois après avec le deuxième, puis le troisième mercato de l'RQSI. Donc tu as ce truc-là. Et surtout, à cette époque-là, QSI arrive, mais Paris... depuis 2-3 ans, n'est pas, tu vois, c'est pas le grand Paris qui domine. En 2008, 3 ans avant, il a failli descendre, il sauve ce dernier match, tu vois, Sochaux. Avec Amara Diané. Donc, tu peux te poser des questions, mais comme c'est mon club de cœur, c'est QSI, je me suis pas posé de questions et pour moi, bah, mon rêve allait commencer. À quel moment tu te dis vraiment, oh là là, ça va être de la folie ce qui peut se passer dans ce club? Au moment où ils prennent Javier Pastor. Premier mercato aussi. Qu'ils achètent 40 millions, je crois. 43 millions. Ouais, 43 millions. Je me dis que quand même là, c'est sérieux. Même si je savais que ça allait être sérieux parce que j'avais eu des longues discussions et il t'avait dit Leonardo? Il t'avait dit t'inquiète pas, on va prendre des joueurs. Leonardo, puis mon agent de l'époque. Il t'avait donné des noms ou pas? Non, il m'avait pas donné de nom. Il t'avait pas dit peut-être qu'on va avoir lui Non, il m'avait pas. Et franchement, j'avais même pas spécialement demandé. Et en vrai, je m'en foutais presque, tu vois. Le plus important, c'était... je croyais en ce projet, je savais, c'est PSG. On ne peut pas se permettre non plus ça faisait pas mal de temps que PSG, c'était comme ci, comme ça. Donc je me dis, c'est sûrement le moment ou jamais de commencer une nouvelle histoire, tu vois. Et donc voilà, donc quand ils prennent Javier quand même à un certain montant, je me dis, ok, là, ça commence à être sérieux. Et après, la confirmation arrive en décembre où malheureusement... Camboiré est licencié. Et comment tu le vis ce moment? Vous êtes premier? On est premier et c'est au mois de décembre et je le vis, forcément on est déçus parce qu'on s'entendait super bien tous avec Antoine Camboiré qui est vraiment comme ça, humainement. Et j'aime le répéter, mais c'est trop important le côté humain dans le foot. Tu vois, c'est pour ça que j'aime bien dire que j'aime beaucoup Antoine Camboiré. Et même le groupe l'appréciait beaucoup et PSG avait envie de rentrer dans une autre dimension. Et donc Carlo Ancelotti arrive et en même temps arrive aussi Alex, Thiago Motta et Maxwell si je ne me trompe pas. Donc là on se dit ok, là c'est vraiment la confirmation du vrai projet de QSI. Thiago Motta? La grande classe. Oh. La grande classe. Les Mizuno à grosse paire, le torse bombé, Mizuno, languette blanche, paire de chaussures toute noire, la classe. Franchement, la classe franchement, à part Thiago Motta, un joueur qui est aussi fort comme ça devant la défense, moi avec qui j'ai joué, j'en ai pas vu beaucoup. Et même à l'entraînement, au quotidien, dans les petits taureaux, il allait jamais au milieu. Et parce qu'il la perdait jamais ou parce qu'il avait le privilège Non, il la perdait jamais. Il a toujours, même au taureau, partout à l'entraînement, des passes propres, il s'applique. Et non, c'était impressionnant. Franchement, c'était impressionnant. Et puis l'été d'après, c'est les Avengers. L'été d'après. Zlatan, Thiago Silva. Zlatan, Thiago. Il y a qui arrive encore? C'est que Zlatan et Thiago qui arrivent? Beckham va venir après en décembre. En décembre. Moi, quand j'apprends Thiago Silva et Ibra qui viennent, c'est super. Tu les connaissais? Je me dis on va pouvoir enfin gagner le championnat de France. Ouais, je les connaissais. Ouais. Parce que moi, j'avais joué contre eux avec l'AS Rome. Donc du coup, je les connaissais. Et eux aussi savaient qui j'étais. Donc c'était cool aussi parce que il y a eu pas mal d'Italiens qui sont arrivés en même temps, il y a eu des Français. Et on a réussi quand même à créer une petite famille avec malgré tout ça, tu vois. Et
Et tu vois, les Thiago Silva, Thiago Motta, tout ce petit groupe italien ont adoré ce petit groupe français, notre petit groupe aussi, parce que... C'était qui dans votre groupe, les Français? Il y avait Sylvain Armand, il y avait Jallet, il y avait Douchez, il y avait Clément Chantôme, il y avait Mathieu Bodmer, il y avait Mevlut, il y avait Mo, enfin il y avait tous les Français. Et en vrai, on s'est créé une petite famille, tu vois, on les a tous intégrés, eux aussi, et ça a créé une super ambiance et c'était cool. Attends, j'ai une question. Je fais une parenthèse. C'est tout. Du voyeurisme Dis-moi pur. tout. La Quand vous êtes au curiosité est resto, un vilain défaut. Un très vilain défaut, mais ça me fait rire. J'espère que tout le monde va l'entendre. Tout le monde. Quand vous étiez au resto, vous coupez l'addition avec le nombre de personnes ou il y a quelqu'un qui la prend? Non, il y avait chacun un mec qui payait l'addition. C'était chacun son tour. Hein. C'était une addition très salée, mais c'était QSI, donc on va pas s'en plaindre. Tu pouvais y échapper ou tout le monde l'a vraiment payé? Personne n'y échappait. En plus, il y avait les anniversaires. Donc des fois, quand c'est anniversaire, c'est par rapport aux anniversaires. Donc non, personne n'y échappait parce que c'était comme ça, c'était les règles et c'était important. Vous rigoliez? On rigolait beaucoup. Il y avait des moments... Non, on rigolait beaucoup. Mais c'est ce qui a fait notre force. Hein. C'est ce qui a fait notre force parce que bon, c'est vrai qu'on avait une équipe de fous, mais on avait une ambiance de fous aussi. Et c'est ça qui a fait la différence. Peu de gens le savent ça, parce que beaucoup de gens qui parlent du Paris Saint-Germain, et notamment du début, disent ouais, il y a les stars mondiales qui sont arrivées, et puis il y avait ceux qui étaient déjà au PSG, même avant que toi tu arrives, avant les RQSI. Peut-être qu'il y avait des groupes, ils s'entendaient pas, ils se parlaient pas. Tu sais, le fantasme que les gens de l'extérieur peuvent avoir. Et que ce soit avec toi ou avec d'autres, quand on parle, c'est pas du tout ça. Ouais, mais ça, comme tu l'as dit, c'est un fantasme des gens de l'extérieur. Mais tu sais, les plus grandes stars, on va citer avec qui on a joué au PSG, Beckham, Zlatan, Thiago Silva, c'est les mecs les plus gentils, les plus cool. Alors oui, ils peuvent te prendre la tête à l'entraînement quand tu vas peut-être pas faire un effort ou pas te replacer, mais parce que c'est des mecs qui ont envie de gagner, tu vois, ils ont envie de gagner, ils veulent gagner tous les matchs, donc ils ont ça dans le sang. Mais après, c'est des mecs tranquilles. Donc en vrai, ils sont super cool. Et c'est plus... J'ai envie de te dire, les gens qui sont au niveau plus bas, qui se la racontent un peu plus, j'ai envie de te dire. C'est souvent comme ça, tu vois. Et moi, je peux te le dire parce que j'ai vécu avec les plus grands et j'ai vécu aussi dans les... Tu vois. Et mon avis sur ça, c'est que les joueurs, les grands champions, comme on dit, généralement, c'est les mecs les plus cool. Beckham, par exemple, quand il arrive... Non, c'est la folie quand il là, c'est même pas que du foot. Mais tu t'imagines, moi, quand j'habitais là 20 minutes d'ici, et je voyais David Beckham à la télé, et je me retrouve dans le même vestiaire que lui, et un mec comme ça en plus. Et après, 6 mois après, il m'invite à Londres, avec moi, Jallet Douchez, parce qu'il nous aime bien et tout, il nous invite à Londres 2-3 jours. C'est des trucs... Il vous invitait pour? Parce qu'il nous aimait bien. Et moi et Jaja, on n'avait jamais été à Londres, je crois, ou je sais plus c'était quoi exactement. Et ben il nous a dit, allez, venez. On est parti à Londres, il nous a réservé le restaurant, etc. Bon, il n'était pas avec nous les 3 jours et tout, mais c'est lui qui nous a organisé tout ça, tout. Et c'était cool de sa part, tu vois. Donc faire des choses comme ça pour nous, alors que 10 ans en arrière, pour moi, c'était une icône incroyable, internationale. Tu vois la simplicité du mec, c'est... La première fois qu'il est décisif, pas un but, c'est une passe. C'est à moi? Ah ouais? À Rennes? C'est lui qui me fait la passe. Le ballon piqué et... Ah voilà, deux icônes internationales. Mais en tout cas, ça fait le tour du monde et on te voit. Tu sais, moi, petit gosse de quartier de la banlieue de Vitry-sur-Seine, c'est des gosses c'est des souvenirs que je garderai avec moi toute ma vie. Est-ce qu'il y a des joueurs dans le jeu maintenant qui t'ont impressionné ou... Parce que là, on parle de Beckham, de Zlatan, on peut rajouter d'autres joueurs. Et je vais te donner aucun nom, comme ça tu choisis librement dans ta carrière et pas seulement au Paris Saint-Germain. Quel est le joueur où tu t'es dit, oh, là, c'est le plus fort que j'ai vu? Moi, tu sais, il y a un joueur... À part toi? Ouais, à part moi, c'est dur, mais non, moi, c'est... Avec qui j'ai joué, tu veux. Hein. Oui, avec qui tu as joué? Moi, Marco Verratti m'a beaucoup impressionné. Le mec, il arrive d'Italie, il a 19 ans, il arrive au PSG, il connaît pas la langue. Et il est arrivé d'une simplicité incroyable. Et puis sur le terrain, il était d'une insouciance. Et il était tellement fort. Et il perdait jamais la balle, il tombe jamais par terre. Et des fois, à l'entraînement, un petit comme ça, il tombe jamais par terre. Tu te dis, mais attends, je vais le balayer, lui, il va tomber par terre. Ou je vais lui faire un truc, il va tomber par terre. Il tombait jamais par terre. Et puis il perdait jamais... Non, c'était incroyable. Et moi, Marco, il m'a beaucoup impressionné. Beaucoup impressionné. Et puis une place à part dans le vestiaire.
C'était Et puis une le place à jeune. part dans le vestiaire, ouais, parce que tout le monde l'adorait. C'était le chouchou du vestiaire, chouchou du public aussi. Tout le monde l'aimait bien. Et c'est vraiment une personne que j'aime beaucoup, ouais, Marco. Tu mets où Francesco Totti dans cette liste-là? Je sais pas, mais en tout cas, Francesco Totti, c'est quelqu'un qui a beaucoup compté pour moi. Parce que quand je suis arrivé à Rome, j'étais très jeune. T'arrives à 21 ans, 22 ans? Ouais, j'arrivais à 21 ans, 20 ans. Et c'était ma première expérience à l'étranger, donc c'était pas facile. Donc le football nous a réunis, on s'est rapprochés petit à petit, on a joué au poker ensemble, etc. Donc il m'a vraiment pris sous son aile. Et donc, c'est quelqu'un qui a été important pour moi, ouais. Des soirées poker avec Francesco Totti, ça ressemble à quoi? Des soirées poker, de l'argent perdu, un peu de tout ça, mais ça ressemble à des soirées simples. Bon, des fois je dormais bien, des fois je dormais un peu moins bien, mais c'est comme ça, c'est la vie. T'as gagné plus souvent ou t'as perdu plus souvent? Je pense que j'ai perdu plus souvent que j'ai gagné. D'accord. Il y a le compte en banque qui est en train de crier encore. Et Francesco Totti, dans ce qu'il peut représenter à Rome, toi tu l'as vu au quotidien? Personnellement, j'aurais jamais voulu avoir la vie qu'il a, ouais. Parce qu'à Rome, il pouvait pas marcher. Par exemple, quand on avait des OP à faire à la boutique de l'AS Rome, on devait se déplacer du centre d'entraînement à la boutique, donc on allait en bus, mais des fois le bus se garait, on devait marcher à pied jusqu'à la boutique par exemple, mais lui il pouvait pas marcher parce que dès qu'une personne le voyait, c'était toute la ville qui arrivait en 2 secondes chrono, donc c'était invivable. Et lui pouvait pas aller en centre-ville en pleine journée, il pouvait aller que le soir. Tu vois, mais c'est réel. C'est vraiment réel, où il faut qu'il soit vraiment couvert, tu vois. Donc c'est une vie particulière, hein. Moi, c'est pas une vie que j'aurais aimé avoir, tu vois. Adriano, t'aimerais bien le revoir? Adriano, mon gars, c'était... Tu vois, Adriano aussi, pareil, Adriano, je le prenais à FIFA, à PES... Non, mais tu vois, mais c'est vrai. Et après, j'ai joué avec lui à Rome quand même. C'était le plus fort sur 99 de frappe à PES. C'était le plus fou aussi, surtout. C'est le plus fou aussi. Mais non, mais... Il a fait quoi de fou? Non, on a vu les images, on le voit dans les favelas. En tout cas... Bon mec? Comme ça. Même moi, il m'a pris sous son aile direct aussi. Il me disait, vas-y, viens à la maison et tout, tu vois. Mais bon, t'as fait les je préférais quand même des fois, valait mieux rester à la maison. T'as fait une fête avec lui ou pas? J'en ai fait une ou deux, mais tu peux pas me tout dire le temps. Un truc de fou que t'as vu, mais qui est racontable. Non, c'est la bibine. Bibine. Beaucoup. Ouais, il aime bien la bibine. Mais après, nous aussi, on aime bien la bibine de temps en temps. On va pas se le cacher, c'est humain. On aime bien faire la fête de temps en temps. Mais pour moi, Adriano aussi, de jouer avec lui, pour moi, c'était un truc de fou aussi. Il était fort, en vrai. Après, moi, je l'ai connu un peu plus sur la fin, tu vois. Donc, en tout cas, il avait une sacrée frappe. Encore, il avait une sacrée frappe. Mais tu vois, exceptionnel, le mec. Et quand tu vois son parcours d'homme... Son parcours d'homme, tu sais, et lui, il nous l'a dit, hein, c'est la perte de son papa. C'est vraiment la perte de son papa, ça l'a tué, quoi. Et il le dit, hein, il dit dès qu'il a perdu son papa, ça, il a tout arrêté, il s'est mis à boire de plus en plus. Et c'est ça qui a été vraiment l'élément déclencheur, tu vois. Et lui, il le dit, et c'est malheureux pour lui, parce que tu te rappelles à ses débuts, à l'Inter... C'était un joueur de fou. On se disait, mais ce joueur, il va faire une carrière incroyable. Il a fait une carrière incroyable. Mais c'est vrai que lui, en plus, c'est particulier parce que les gens, on dirait se l'ont approprié bizarrement. Tu vois ce que je veux te dire? Je sais pas si j'arrive à... Si. Et donc, c'était leur Adriano, presque. Et on était tous... déçus pour lui, en fait, tu vois, on était tous déçus pour lui, et malheureusement c'est la vie de footballeur. Tu sais, la vie de footballeur, elle est pas facile, hein. Tu sais, elle est pas facile. Déjà, ça dure pas longtemps. Et puis faut rester les pieds sur terre. Faut rester les pieds sur terre. C'est dur, ouais, c'est dur, parce que quand t'es un gamin qui dans sa jeunesse a pas connu grand-chose, dans le sens où a pas eu les moyens financiers pour s'acheter ce qu'il voulait, pour faire plaisir à sa mère, à son père, et tout d'un coup, tu peux faire plaisir à toute la planète entière, entre guillemets, à plusieurs personnes de ta famille. Toi, tu peux te faire plaisir, t'as tout le monde qui arrive sur toi, ouais, ça va. C'est pas facile, ça peut faire péter les plombs.
Et là, le plus important, c'est la famille. C'est les gens qui sont autour de toi. Après, on va te dire de bien les choisir. Mais est-ce qu'à 17-18 ans, tu peux savoir choisir tes proches, tes amis, tes bons amis? Tu peux pas non plus. Donc, tu vois, c'est difficile. Et il y a l'après-football aussi, qui, moi, est dedans depuis 1 an. Quand tu arrêtes le football, tu sais pas forcément ce que tu as envie de faire. Et c'est pas facile. Parce que tu es vite lâché. Alors, où tu as anticipé ta retraite un peu avant, et donc tu sais que déjà, dès que tu arrêtes, j'ai ça, là. Ou tu n'as pas anticipé, et tu sais pas quoi faire, tu peux te retrouver en difficulté financière pour certains. Ou tu as aussi les joueurs qui restent chez eux toute la journée, ils pètent un plomb, ils ne savent pas quoi faire, donc ils ont besoin de trouver un travail ou quelque chose, une passion ou une activité pour sortir de chez eux, pour s'occuper, pour s'aérer l'esprit. Tu sais, si tu ne retrouves pas quelque chose assez rapide... Non, ça manque pas du tout le foot. C'est ça que tu allais me dire? Oui. Non, pas du tout. Franchement, j'ai plus envie de jouer. Et ce qu'il y a autour, non mais la ferveur, le fait d'être reconnu, d'avoir la passion, Non. les gens dans les stades, ça ne manque pas ça. Non, mais moi au contraire, moi jamais, je te dis jamais j'aurais pu avoir une vie. Tu vois, je vais te citer Karim, parce que c'est quelqu'un qui est proche de moi. Jamais j'aurais pu avoir une vie comme Karim. J'aurais été malheureux. Parce que moi, il faut que je sorte de là, il faut que je puisse aller à la boulangerie, il faut que je puisse aller à la poste, il faut que je puisse aller faire mes courses. Bon, après, je vais peut-être faire 1 ou 2 photos, oui, mais ça reste très cool. Et moi, j'ai besoin d'avoir cette vie. Tu peux pas être Francesco Totti. Non, impossible. Impossible, je te jure. Impossible. T'aurais pu rester au PSG plus longtemps? Ouais, je pense, ouais. Je pense, et en même temps, je sais pas. Parce que, tu sais, jouer dans T'aurais aimé, oui. T'aurais pu, peut-être. Ouais, si j'aurais aimé, je pense faire toute ma carrière au PSG après. Ouais, ne plus partir? Je ne sais pas. Je pense pas. Parce que dans mon caractère aussi, je pense qu'à un moment donné, j'avais besoin d'aller voir autre chose et tenter d'autres expériences, tu vois. Comment ça se passe pour aller au Milan? Alors, comment ça se passe pour aller au Milan? C'est Galliani qui m'appelle. Mais Galliani qui m'appelle parce que Zlatan et Thiago Silva ont appelé Galliani pour leur dire: écoute, il y a Jérémy Ménez qui est libre, prends-le tout de suite, parce que c'est un joueur exceptionnel, donc prends-le tout de suite. Et c'est pour ça que ça s'est fait assez rapidement, parce que du coup, lui m'a appelé. Ce sont les meilleurs agents, en fait. Les meilleurs agents. Mon agent m'a appelé en me disant que voilà, Milan voulait te rencontrer, etc. En plus, j'étais à Ibiza à cette époque-là. Et donc, on se rencontre à Ibiza. Il occupe quel poste, Galliani, pour ceux qui connaissent moins l'organigramme du Milan? C'est une légende. Ouais, c'est une légende. Et c'est une légende, mais pour l'avoir côtoyé, j'ai jamais vu un meilleur directeur sportif voilà, que lui. Il a le rôle de directeur sportif. Le président, quand tu arrives, toi, c'est Berlusconi. Voilà, on en parlera Berlusconi. après. Je te le laisse, on en parle. Non, mais d'abord, Galliani, parce que en France, on le connaît de nom, mais c'est un personnage. Ceux qui suivent, qui connaissent le foot italien, et c'est un personnage qui date pas des années 2010. Hein. Ça fait un paquet d'années, un paquet de décennies. Non, c'est une légende. Galliani, c'est une légende. Et qu'est-ce qui a fait que toi, tu t'es dit c'est le plus fort de tous? Déjà, le rapport qu'il a avec les joueurs, il est exceptionnel. Tu sais, pour un joueur de foot, enfin pour moi, parce que je vais parler en mon nom, mais moi, le rapport humain, il est trop important. C'est la base de tout pour moi. Pour travailler avec quelqu'un, le rapport humain, c'est la base de tout pour moi. Il sous-estime personne. Il va aller dire bonjour à Ibrahimovic comme il peut aller dire bonjour aux joueurs de série C qu'il a côtoyé il y a 10 ans en arrière, tu vois ce que je veux dire? Et ça, il n'y en a pas beaucoup qui le font dans le monde du football, tu vois, et c'est pour ça qu'il est aujourd'hui, et puis il n'a rien forcé. Il est devenu ce qu'il est aujourd'hui parce qu'il a été naturel, il a été lui, et puis niveau foot, connaissance. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ah ouais, niveau foot, connaissance, il connaît tout. Il connaît tous les joueurs, il connaît tous les noms des joueurs, et il connaît vraiment tout sur les joueurs. Moi, c'est Silvio Berlusconi. La première fois que tu le rencontres, ça se passe comment? La première fois que je le rencontre, ça se passe très bien. En plus, c'est un déconneur, lui. C'est-à-dire, en plus, il arrive, début de saison, il arrive en hélicoptère à Milanello. Donc, tu sais, 5 minutes avant que Silvio Berlusconi arrive à Milanello, donc il atterrit sur le terrain de foot. Ah, sur le terrain, il n'est pas sur le terrain. Sur le terrain. Non, sur le terrain. Il atterrit sur le terrain, sur le terrain à côté. Généralement, il arrive avant que l'entraînement commence, mais des fois, il peut arriver en plein entraînement. Il atterrit sur le terrain d'à côté.
Enfin, c'est un personnage. Même, je crois, en vidéo sur YouTube, on voit à un moment donné, il dit à Inzaghi de dire un truc dans le vestiaire, je sais plus c'est quoi, mais en criant. Et il fait crier Pippo Inzaghi dans le vestiaire devant nous. Il le fait crier devant tout le monde. Et c'est un peu gênant, mais c'est un moment rigolo sur le moment, tu vois. Carlo Ancelotti, Laurent Blanc, t'as croisé beaucoup de personnages. Au-delà d'être des très grands entraîneurs. Bah moi, si j'étais un entraîneur, j'essaierais d'avoir l'aura et la relation qu'a Carlo Ancelotti avec ses joueurs. Parce que chaque joueur aura envie d'avoir une relation comme ça avec son entraîneur. T'étais un peu le chouchou, fils du coach et tout ou pas? Ouais, il m'aimait bien. Non, il m'aimait bien. Attends, est-ce que t'étais le chouchou, fils du coach? Il y en a toujours un. Ouais, mais non, il m'aimait bien. C'est vrai qu'il m'aimait bien et j'avais un très très bon rapport avec lui. Et puis je me rappelle en plus, on joue un match de Ligue des Champions contre Porto. La veille, il nous prend moi et Zlatan et il nous dit les gars, il faut que demain vous me fassiez gagner, sinon je fais mes valises. Donc il nous avait pris nous deux, tu vois, parce que Zlatan c'est son fils aussi et moi il m'aimait bien. Il nous a dit les gars, il faut que demain vous me fassiez gagner parce que sinon demain je fais mes valises. Donc tu vois, c'est des petits gestes, quand un entraîneur comme ça il vient te voir et tout, ça veut dire que tu as de l'importance pour lui, tu vois ce que je veux dire. Donc tout ça c'est des choses inoubliables. Comment s'est passé le match? Je provoque un penalty, on gagne 3-1, donc je lui dis t'inquiète pas coach, je m'occupe de tout demain. Je t'ai dit, j'ai une carrière riche, même si on me dit, et c'est vrai, j'aurais pu faire beaucoup mieux, mais elle est riche. Dans ta carrière, tu as eu des trophées, tu as eu des émotions, et puis il y a eu des histoires d'hommes, parce que ton parcours, il est pas linéaire. Après le Milan, moi, ça me plaît, parce qu'il y a eu des choix de carrière coup de cœur, où c'est vraiment le kiff du foot. Et à la Turquie. Tu sais, cette période-là, après Milan, j'ai pas mal de petits problèmes dans ma vie privée et je vais pas te le cacher qu'à partir de ce moment-là, c'est là où je lâche un peu le foot entre guillemets. Mais quand je dis je lâche, c'est pas je lâche et je veux plus jouer au foot, c'est je lâche dans le sens où je commence à bosser un peu moins, je commence à sortir un peu plus, je commence à moins penser au football et donc après ça se voit petit à petit dans ma carrière, tu vois. Donc c'est le moment où ça y est, je perds un peu moins la passion pour différentes raisons d'ordre de vie privée, tu vois. Mais t'es loin de tes enfants? Ouais, je suis loin de mes enfants. Après j'ai une séparation. Enfin j'ai plein de choses. Et donc à partir de ce moment-là, je lâche un peu le football et donc je pars en Turquie, à Antalya, qui est malgré tout un pays de football, tu vois, la Turquie, un beau pays de football. Mais malheureusement, il n'y a pas les résultats qui vont avec. Donc au bout d'un moment, 2-3 mois, le président nous paye pas et après on décide de partir. Hein. Il vous dit je vous paye plus? En fait, il nous dit les résultats sont pas bons. Moi, je vais partir d'ici 2-3 semaines, je serai plus à la tête du club. Et là, j'ai un appel pour aller à Mexico City, au club américain, qui vient de la part de Marcelo Trapasso. Tu te rappelles à l'époque il a joué avec Guillaume Sochaux, pardon, j'allais dire Guillaume Sochaux, l'Argentin. Ouais. On discute et là démarre mon aventure au Mexique. Là, c'est un autre monde. J'ai un accueil exceptionnel à l'aéroport. Et là, vraiment, je me rends compte de l'ampleur du football au Mexique. Quand j'arrive, si tu vois mon arrivée au Mexique, j'arrive comme une rockstar. J'arrive comme une rockstar au Mexique. Et en plus, moi, j'aime pas du tout ça. Moi, on me voit, mieux je me porte, tu vois. Donc, mais en même temps, c'était trop touchant. Et en même temps, je te dis, à cette époque-là, j'ai un peu lâché le football. J'ai plus trop envie. Je suis, ailleurs. Donc je suis pas à 100% dans le football. Mais quand j'arrive là-bas et je vois tout ça, je me dis ok, là je vais me remettre à 100% dans mon foot. Tu vois, je reviens et je reviens avec une envie de me remettre à 100% dans mon football et reprendre du plaisir à jouer au foot, tu vois. Et je repars avec cette intention-là dans ma tête. Et les choses les plus folles que tu aies pu voir là-bas, dans le foot, hors du foot? Après, il y a des trucs qu'on peut pas dire sur YouTube. Mais non, il y a des trucs qu'on peut pas dire. Mais non, sinon, au niveau du football et tout, j'ai pas vu de choses... C'est un bon niveau?
Ouais, c'est un bon niveau. Ça correspond à quoi Ouais, pour c'est nous un donner très, un très repère? c'est un très très bon niveau. C'est un football qui est très très technique, avec beaucoup d'endurance aussi, beaucoup de vivacité aussi, parce que c'est pas des joueurs qui sont grande taille, mais c'est beaucoup de joueurs techniques, assez pas très grands, mais qui courent beaucoup. Parce que là-bas, si tu veux, il y a beaucoup de terrains qui sont en altitude. Ah, t'as joué à ça, t'as Qui été sont en confronté oui, à ça. oui. Moi, quand je suis arrivé, j'ai mis 1 mois à m'acclimater à l'altitude. Et si tu veux, dans le championnat mexicain, moi, j'étais à Mexico City. Et donc, pour les autres clubs qui sont dans d'autres villes, et ben pour certains clubs, quand ils venaient jouer chez nous, ils avaient aussi du mal parce que nous, il y avait beaucoup plus d'altitude que par rapport à d'autres clubs, d'autres villes, tu vois. Donc même eux, ils avaient du mal alors qu'ils jouaient dans le championnat mexicain et ils habitaient dans le même pays toute l'année, tu vois. Donc ouais, c'est pas facile au début. On ressent quoi? Moi, je fais la parenthèse sur ça. J'ai commenté des matchs de la Bolivie contre l'Argentine, Ouais. où ils sont obligés d'avoir des masques parce qu'ils perdent. On ressent quoi concrètement avec l'altitude? T'as la tête qui tourne, t'arrives plus à respirer? Non, tu te fatigues super vite. T'es tout de suite Tu te fatigues, ouais, essoufflé. t'es tout de suite en apnée. Au bout de un sprint, 2 sprints, moi je me rappelle les premiers entraînements, les travaux physiques, j'arrivais pas. Parce qu'au bout d'une accélération, t'as du mal à récupérer. Et donc du coup, c'est comme tout, c'est une adaptation à avoir. Et je t'ai dit, j'ai mis 3 semaines à moi avant de me sentir c'est mieux, pas bien, mais déjà mieux. J'ai mis 3 semaines à moi et puis non, les 6 premiers mois, ils sont bien passés, ouais. Ils sont bien passés, ouais. Et puis je te dis, non, c'est un championnat super excitant. Tu fais combien de temps là-bas? Je fais 1 an et demi. 1 an et demi, mais comment ça se passe, c'est que je fais 6 bons premiers mois, très bons premiers mois. Donc je pars en vacances, on finit le championnat. On gagne pas le championnat, mais je pars en vacances, tout. Je reviens, belle préparation, je fais une belle préparation physique, je suis vraiment content, je suis en pleine bourre, je retrouve mon vrai niveau. Et en match de pré-saison, dernière seconde d'un match amical, mais quand je te dis dernière seconde d'un match amical, je veux repartir, tu vois, sur un appui, je veux repartir et je me fais les ligaments croisés. Et de là, moi c'est ma première fois les ligaments croisés. Donc tu vois, j'ai quel âge? Je crois que je dois avoir 31, 32 peut-être, ou la trentaine, tu vois, plus ou moins. Première fois les ligaments croisés, et en plus j'ai eu mal, tu vois, sur le coup j'ai eu vraiment de grosses douleurs. Et donc le soir même, si tu veux, je fais pas l'IRM tout de suite et tout, donc moi, on sait pas que j'ai les ligaments croisés, mais bon, les docteurs et tout... Toi, tu t'en doutes? Voilà, je m'en doute. Mais tant que t'as pas la décision encore officielle, si tu veux, t'as toujours un petit espoir. Et donc le lendemain, je vais faire l'IRM et j'apprends que j'ai les ligaments et ouais, je tombe en larmes. Hein. Je tombe en larmes. Et j'appelle mon frère et tout. Je dis ouais, voilà, je viens de me faire. En plus, c'est pas comme si j'étais ici. Tu vois, à côté de la famille et tout. Je suis au Mexique, j'ai les ligaments croisés. Et en plus, je t'ai dit, j'étais dans un mood où vraiment, tu vois, j'étais bien. J'avais retrouvé mon football. J'étais en mode de relance à fond. Et j'étais bien parce que j'avais fait vraiment 6 bons mois et tout. Et là, je l'ai vécu comme un... Ouais, je l'ai vécu comme un coup dur. Hein. Un coup dur et c'était une énorme déception pour moi. Énorme déception. Est-ce que c'est là que ta carrière s'arrête, tu penses? Ouais, je pense, ouais. Symboliquement, parce qu'après il y a le PFC, si. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Non, ouais, là, pour moi, c'était un gros coup dur parce que déjà, j'avais dépassé la barre des 30 ans et avoir une blessure comme ça, tu sais, après passer les 30 ans, c'est jamais facile. Mais pas au niveau physique, mais surtout au niveau mental, tu vois. Dans la tête, tu te dis, je vais repartir sur un truc et tout. Et ouais, après, ouais, inconsciemment, j'ai lâché après tout ça, ouais. Un peu, ouais, j'ai lâché, ouais. On est sur la fin de ta carrière, tu surprends tout le monde en allant au PFC. Comment tu te retrouves au PFC? Pour plein de raisons, mes enfants et tout, j'ai envie de rentrer en France. On trouve un accord et moi, je rentre en France. Mais je rentre en France sans avoir de club, sans rien avoir. Donc, j'étais dans la possibilité de ou arrêter ou attendre. PFC m'appelle et donc ça se passe super bien avec eux. Donc, je décide de signer au Paris FC qui était dernier en plus. Ouais, c'est pour ça. C'est pas le période-là. PFC d'aujourd'hui. Non. Avec t'es arrivé trop tôt. Qui était dernier à cette période-là.
Et après, bah regarde, souvenir de fou. On joue Clermont au mois de mars. Je sais plus c'était quel jour exactement. On sort de la zone rouge après ce match-là, donc on va gagner à Clermont. La semaine d'après, tous les championnats sont arrêtés pour le Covid. Donc on se sauve une semaine avant le Covid et la fin du championnat. Donc le Paris FC se sauve une semaine avant la fin du Covid et est sauvé et reste en Ligue 2 pour l'année d'après pour rester en Ligue 2 du coup, tu vois. Donc, et puis on voit ce qu'est Paris FC aujourd'hui. Donc c'est cool d'avoir fait partie de ce club. Ça peut fonctionner, un projet comme celui du PFC au PFC. Le fait d'avoir ou non deux clubs à Paris, de réussir ce fameux challenge d'être une grande capitale de foot en Europe. Bah franchement, Paris attend que ça, j'ai envie de dire. Paris attend que ça. Quand on voit l'Angleterre avec tous ses clubs à Londres, on se dit pourquoi on n'a pas ça à Paris. Moi, je vois qu'il y a vraiment tous les feux sont ouverts pour créer vraiment un énorme club, quoi, un gros truc. On a parlé du PFC, mais au PFC ou ailleurs, tu te vois avoir des responsabilités dans un club plus ou moins proche du terrain, mais est-ce que tu te vois, est-ce que t'en aurais envie ? Ouais, carrément. Ce serait quoi ? Moi, je pense que dans un premier temps, j'aimerais bien travailler dans un staff, être au quotidien avec les joueurs. Un adjoint ? Un adjoint ou deuxième adjoint. Après, maintenant, les staffs sont élargis, donc il y a plusieurs possibilités. Mais c'est vrai que j'aime être au quotidien avec les joueurs, parler avec les joueurs. Et puis je pense que je peux leur apprendre pas mal de choses, ou les conseiller, ou les aider, ou je pense que j'ai pas mal de choses à donner à la nouvelle génération, ou enfin même aux joueurs d'aujourd'hui, tu vois, parce qu'avec l'expérience qu'on a, avec les choses qu'on a vécues, que ce soit en bien ou en mal, je pense qu'on a beaucoup de choses à donner. Et puis c'est le foot, c'est ce que j'aime faire en vrai, tu vois. Donc je pense qu'il y a pas mal de choses à faire, et c'est une chose dont j'ai envie, donc pourquoi pas l'avenir, ouais. En tout cas, on te souhaite de kiffer autant ta carrière après footballeur que ta carrière de footballeur. La vie est belle. Puis tu nous as régalé quand même. La vie est belle, non ? Ah, magnifique. Voilà. C'est très bien que ça continue comme ça. Ça continue. Avec la santé. Merci beaucoup, Avec Jérémy. plaisir, Smaïn, avec plaisir, mon frérot. Et à très très bientôt. À très très bientôt aussi à vous sur Campo, sur YouTube. Vous pouvez nous suivre, abonnez-vous, mettez des likes, mettez des alertes. C'est comme ça qu'on dit chez les jeunes. Et puis on se suit sur toutes les plateformes audio pour le podcast. On se retrouve sur Campo pour partager ensemble les émotions et les belles histoires du foot et des hommes. Ciao.